Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver en ce moment pour cette édition. Au sommaire, visite guidée ce mercredi au chantier abritant le centre hospitalier universitaire d'El Marouf par des membres du gouvernement et l'ambassadeur de Chine aux Comores. L'éradication du paludisme en territoire comorien préoccupe au plus haut point les autorités sanitaires. Un atelier autour de la stratégie à mettre en place a démarré ce mercredi à Mbambwani dans le mythe Samiouli. Tels sont, mesdames et messieurs, les principaux titres de cette édition. Les membres du gouvernement et l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores ont visité ce mercredi le bâtiment qui va abriter le centre hospitalier universitaire d'El Marouf. L'objectif est de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux en phase de finition et formuler, s'il y a lieu, des recommandations. Reportage en Liao Ayuba Abdallah et Salim Ben Abdillah Kashi. Dans une démonstration de solidarité et de coopération internationale, les membres du gouvernement comorien et l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores se sont réunis ce mercredi pour une visite spéciale du tout nouveau bâtiment du centre hospitalier universitaire national El Marouf. Cette mission avait pour but de scruter de près l'état d'avancement des travaux alors que le projet entre dans sa phase finale. La plus grande œuvre, je pense, de l'histoire de ce pays puisqu'il s'agit de l'hôpital El Marouf. Vous savez que son Excellence le Président de la République a fait de la santé sa priorité pour rendre compte à son Excellence parce qu'il est très inquiet. Il est très inquiet parce qu'il veut que cette œuvre avance. Les travaux de construction de ce centre hospitalier de Pointe avancent à un rythme impressionnant et il est en train d'atteindre l'objectif attendu. Accompagnés de l'ambassadeur chinois, les membres du gouvernement ont inspecté minutieusement le bâtiment, tel que le terrassement, l'assainissement, le plancher et la toiture. Cette visite a permis une évaluation en profondeur du travail accompli jusqu'à présent. Avec le soutien des départements comoriens, ce projet est bien avancé. Ce projet de l'hôpital El Marouf, c'est un projet d'amitié et de fraternité entre la Chine et les Comores. Cela manifeste l'attention du gouvernement comorien pour la santé et le bonheur de la population. L'ambassade de Chine va soutenir l'équipe de ce projet pour faire des avancements. La délégation a exploré les différents niveaux du bâtiment, permettant une appréciation directe du travail méticuleux effectué par les maçons. Parmi les observations notables, on peut citer la conception soignée du bâtiment ainsi que l'anticipation de la phase de réception des travaux actuellement en cours de mise en forme. Donc il y aura comme j'ai dit les trois derniers niveaux qui sont alloués aux hospitalisations, donc les lits d'hospitalisation. Et vous avez normalement le rez-de-chaussée qui est consacré aux salles de consultation et au premier étage aussi la moitié du premier étage. Ça on a des salles de consultation. Au rez-de-chaussée également, on a une aire qui est réservée à tout ce qui est imagerie médicale. La quatrième aire, c'est les urgences. Puis la secondaire, les deux aides, donc on a tout ce qui est maternité pour l'enfant. Au deuxième étage, maintenant, c'est encore un bloc encore technique, tout ce qui est réanimation, tout ce qui est bloc opératoire. Après cette visite approfondie, les deux parties se sont réunies pour discuter des derniers détails et des plans à mettre en œuvre pour finaliser les travaux restants au cours des prochains mois. Le directeur de l'entreprise chinoise en charge de la construction a profité de cette occasion pour fournir un compte-rendu détaillé des défis rencontrés tout au long du chantier, notamment en ce qui concerne le décompte financier et les retards de paiement par rapport à la banque. Les fortes pluies récentes ont également été un obstacle supplémentaire, rendant le travail plus ardu. Notre travaux a obtenu beaucoup de support du gouvernement comorien et aussi la mission de contrôle. C'est sûr que la mission pour nous c'est trop lourd, puisque pour réaliser
une hôpital si grand moderne et si grand comme ça. On a beaucoup de choses à faire. On a rencontré beaucoup de difficultés. On remercie pour notre maître d'ouvrage de nous aider à accélérer, par exemple, sur la partie des décomptes. Mais ce n'est pas assez efficace. La banque toujours retardé le paiement. Sur la partie d'approvisionnement des matériaux, nous espérons que le gouvernement nous donne des facilités pour faire le dédouanement, puisqu'il reste peut-être vers 100 conteneurs. Pour les télétravaux, il y a quelque chose d'imprévu. Par exemple, nous sommes bientôt la saison de la pluie. Il y a beaucoup de contraintes sur la soudure pour le renforcement de notre mur rideau et aussi pour la partie de toiture. Et l'autre, même pour le peinture. C'est pour ça que il y a quelque chose, c'est imprévu. Mais on a la confiance, on peut le faire avec succès. Enfin, il convient de noter que les autorités compétentes ont fixé le 31 décembre 2023 comme date butoir pour la livraison du bâtiment. Un budget conséquent de 32 milliards de francs comoriens a été alloué à ce projet, couvrant 40% des travaux déjà entrepris. Cette visite symbolique renforce les liens entre les Comores et la Chine, illustrant l'engagement commun envers le développement et le bien-être de la population comorienne, tout en mettant en lumière les défis et les réalisations de ce projet d'envergure nationale. Et le programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec les secteurs impliqués a ouvert ce mercredi à Membadjou, dans la région de Mitsameouli, un atelier de travail sur l'élaboration du plan stratégique national 2023-2027. Durant 7 jours, les participants vont revoir ensemble la stratégie à mettre en place pour éradiquer le paludisme sur l'ensemble du territoire national. Chefa Oumarouf et Mlimenkou Yassine. La lutte contre le paludisme est un combat pour tout le monde. C'est dans ce sens que les autorités sanitaires se sont réunies du 30 août au 5 septembre pour discuter des mesures à prendre et élaborer un plan stratégique pour éliminer le paludisme d'ici 2027. On va examiner, élaborer, pondre des stratégies, de nouvelles stratégies qui pourront nous permettre justement de tacler le paludisme au niveau du pays. Parce que nous avons plusieurs facettes épidémiologiques. Quand on prend le cas d'Ngazidja, la facette épidémiologique au niveau du centre, ce n'est pas la même facette épidémiologique au nord et pas la même facette épidémiologique au niveau du sud. Donc, ce ne sera pas la même stratégie. Donc, on va réfléchir. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs stratégies qu'on va explorer et on va voir vraiment ceux qui sont probants, qui pourront nous amener à aller vers le paludisme d'ici 2025, Inch'Allah. La lutte contre le paludisme est un enjeu majeur dans de nombreux pays, notamment dans la région de Ngazidja, où les cas de cette maladie continuent d'augmenter. Au niveau national, la situation est un peu différente par rapport aux îles. Chaque île a sa propre situation épidémiologique. Je peux vous dire qu'actuellement, en juin et à Moélie, n'enregistre pas de cas autochtones. C'est juste au niveau de la Grande Comore qu'on enregistre les cas. 97% des cas enregistrés ici aux Comores proviennent de la Grande Comore. Et normalement, les cas qu'on enregistre en juin, c'est des cas importés, soit de la Grande Île, soit de Tanzanie ou de Madagascar ou des pays voisins de notre pays. La coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Hadjira Abdoulatif, a mis en avant l'importance de la mobilisation de toutes les parties prenantes pour pouvoir éradiquer cette maladie. Malgré les efforts déployés, le nombre de cas de paludisme continue d'augmenter au niveau de Ngazidja, ce qui est préoccupant. Au niveau de la pulvérisation intradomiciliaire, ici à la Grande Comore, nous avons 214 localités, mais notre partenaire principal, c'est le Fonds mondial, et il ne prend en charge que 47 localités par an. Donc là, c'est même pas 50% de la population. Et du coup, pour éradiquer ou pour éliminer le palu au niveau de l'Union des Comores, on doit éliminer au niveau de la Grande Comore parce que c'est là où il y a les cas. Donc là, on plaide, on est en train de plaider et de voir le gouvernement nous appuyer pour pouvoir
effectuer une pulvérisation intradomiciliaire généralisée, mais aussi voir comment sensibiliser la population, parce que même les 47 localités qu'on pulvérise, la majorité des populations n'adhèrent pas à cette intervention. La mise en place d'un plan stratégique national de lutte contre le paludisme est une étape importante, mais il est temps que toutes les parties prenantes s'engagent pleinement pour parvenir à un zéro cas du paludisme dans l'ensemble du territoire. Autre volet de cette édition, le projet de forage d'eau potable de la région de Bankou est à sa 3e phase. Ce mardi, le directeur général de la SONED s'est rendu sur le site pour apprécier l'avancée des travaux. Ce projet est financé par l'Union des Comores et le PNUD à travers le Fonds vert pour le climat. Reportage de Nourdine Saïd et Ahmed Nassor. Par rapport au forage et l'architecture du réseau d'accès à l'eau potable dans les 8 localités qui constituent la région de Mbankou, le projet est à sa 3e phase. Les travaux sont assurés par la société mauricienne Sotravic il y a 16 mois. La conception du réseau est faite à partir du forage qui débite 65 m3/h. 6 réservoirs d'une capacité qui varie de 105 à 495 m3 sont en cours de construction. Ce projet a été bien étudié, donc ces infrastructures ont été positionnées de telle sorte qu'ils puissent approvisionner donc, dans le temps et d'une manière pérenne donc, l'ensemble des habitants de la région de Mbankou. L'accès à l'eau potable est un programme national. Il a débuté il y a 4 ans et vise de passer le taux d'accès à l'eau potable actuel qui est de 15% à 60% d'ici 2027. Nous sommes satisfaits par rapport aux travaux déjà faits. Et nous avons constaté qu'ils avancent bien. Ils avancent bien. On espère d'ici l'année 2024, 2e semestre, revenir ici, faire la réception technique de ces travaux en attendant l'inauguration définitive du gouvernement. C'est un programme national. Le projet a déjà 4 ans. On a déjà rehaussé le taux d'accès par rapport aux travaux réalisés à Anjoua, Mitsamdou, autres régions. On est à 24% actuellement. Nous estimons ici en Gazidja, comme on a bien vu aujourd'hui, on va aller encore à Hambou parce qu'à Hambou, il y a des travaux toujours dans le projet. À Bamba-Oyadjou, Mkazi jusqu'à Sabakouni, il y aura une adduction d'eau là-bas encore. Donc on espère que s'il n'y a pas des aléas comme le corona ou quelque chose qui impacte le projet, on va revenir à 2024, le 2e semestre, de réceptionner les travaux. Et dans le cadre des activités liées à la protection du littoral, un grand chantier de construction d'une digue vient d'être lancé au niveau du quartier Mpouzini à Kibani sur l'île de Nsouani. Les travaux sont confiés à la société chinoise CGC. Cette digue est destinée à empêcher la mer de pénétrer sur la terre ferme. Reportage Mohamed Morsine et Amadius Chakro. Évidemment, les travaux de cette digue, comme vous le voyez, évoluent progressivement selon le plan mis en place depuis l'ouverture de ce chantier. Ici, à Pouzini, ces ouvriers sont en train de construire un mur de soutènement qui est crucial pour que la route tienne plus longtemps. On compte déjà plus de 15 jours depuis que ces ouvriers ont commencé leurs travaux. Depuis le début de ces travaux jusqu'aujourd'hui, on compte environ 15 jours et ça va prendre plus de temps que prévu parce que l'endroit est très dangereux. C'est une digue qui prend ses racines depuis ici pour soutenir la route afin d'éviter un possible glissement de terrain et favoriser le passage des gros engins pour le traçage. Sur place, on les a trouvés en train de démolir certains travaux déjà faits. Un des ouvriers nous a clarifié le pourquoi de cette démolition. Ceci, c'est après une visite des topographes. Ils nous ont recommandé de démolir cette fondation qui ne répondait pas aux normes requises pour ce genre de travail. Ce chef du chantier nous a également montré le danger qui se trouve sur place et a lancé un autre message aux autorités compétentes. On aimerait que les autorités veillent sur nous, surtout demander aux Chinois de nous payer en conséquence du risque que nous prenons chaque jour.
En plus, on n'a aucune assurance ici avec le risque qu'on court. Ce matin même, une grosse pierre est tombée, une chose qui a provoqué une panique totale. On tient à vous rappeler que l'emplacement de ce chantier est très dangereux. Le risque de néboulement est trop élevé. Ces ouvriers travaillent avec le danger sur leur tête. Restons toujours en Zouani où les travaux de réhabilitation du CRDE, Centre rural de développement économique de Ouani, Sizapati, ont pris fin suivant le calendrier établi. On compte 5 bâtiments flambant neufs. La réhabilitation de ces bâtiments témoigne l'importance du gouvernement vis-à-vis de l'agriculture. Reportage Ayatollah Mahmoud et Leïda Sidi. Cela fait 8 mois que le CRDE de Ouani Sizapati était en réaménagement pour lui redonner un nouveau visage. La retouche des CRDE fait partie des objectifs du programme du PIDC dans le but de promouvoir l'agriculture et l'élevage aux Comores. Aujourd'hui, il ne manque plus que l'acheminement des matériels de bureau. En attendant, le résultat est là. Nous comptons aujourd'hui 5 bâtiments, 5 nouveaux bâtiments. Les bâtiments vont consister à faire du stockage. Nous avons aussi des bâtiments qui vont accueillir des bœufs. Il y en a aussi qui vont accueillir des poules. Il y en a aussi un bâtiment qui va accueillir des chèvres. L'objectif de tout ceci, c'est d'assurer également la promotion de l'élevage sur le territoire enjoinné, la promotion également de l'agriculture parce qu'il y aura également des stockages des graines pour assurer le développement de l'agriculture, surtout sur ce secteur-là. Issouf Mohamed Houssen, le point focal du projet PIDC à Anjouan, nous a détaillé les différentes actions qui seront effectuées dans cet établissement. Comme vous l'avez constaté, il reste juste la mobilisation de matériel informatique et le mobilier de bureau. C'est ce qui reste maintenant. En plus de ce que je viens de dire, il y aura des matériels roulants tels que des motocultures, il y aura des camions-bennes qui vont servir au transport des intrants vers les CRDE et les récoltes qui proviendront des riverains qui sont autour du CRDE, qui seront acheminés vers les marchés pour la revente. L'objectif, c'est de faire en sorte que les CRDE s'autofinancent, arrivent à fonctionner sans pour autant attendre l'aide de quiconque, soit de l'État, soit d'une autre personne. Un établissement capable de s'autofinancer à travers ses différentes activités touchant l'agriculture et l'élevage. Et en ce qui concerne les bovins, la qualité de la race est une priorité. On cherche vraiment de la race améliorée. De la race améliorée, je crois qu'on peut s'approvisionner soit en Tanzanie ou bien au Kenya. Nous allons choisir ces deux pays-là parce qu'à peu près nous avons le même climat. Donc les bovins qui seront importés de la Tanzanie ou bien de Kenya vont vite s'adapter s'ils arrivent ici par rapport aux bovins qui seront importés de l'Allemagne ou bien de la France ou bien je ne sais pas d'où. Si on ne prend pas en Tanzanie ou bien au Kenya, on peut s'approvisionner ici avec les bovins qui proviendront des inséminations artificielles qui se font ici. À titre de rappel, le CRDE de Ouani a été détruit par le cyclone Kenneth, d'où son réaménagement actuel, chose qui va encourager les paysans dans la région à se donner encore plus. On compte également plusieurs CRDE ici à Anjouan, mais aujourd'hui c'était au tour du CRDE de Mpati d'être renouvelé et d'être enfin préparé à assurer les objectifs auxquels le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage compte bien pour l'émergence des Comores. Suite de l'actualité, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel de Beiti Salam sous la conduite du président de l'Union des Comores Azali Assoumani. Plusieurs thématiques ayant trait au développement socio-économique ont été abordées. L'admission de l'Afrique au G20 en tant que membre à part entière, la question de l'électricité qui fait défaut ces derniers temps dans le pays, les 20 ans de l'Université des Comores afin de voir les points à améliorer. Le Conseil a également évoqué le forum annuel du secteur public et privé, la formation des auditeurs de justice et les infrastructures routières au niveau national.
Et dans un point de presse tenu ce mercredi à Moroni, le syndicat des ingénieurs, administrateurs techniques et ouvriers spécialisés IETOS de l'Université des Comores ont annoncé qu'à cause de 3 mois d'arriérés de salaire, le dit syndicat va entamer une grève d'ici le 7 septembre prochain. Le problème n'est pas résolu. Le secrétaire général de IETOS, Shamsuddin Mouma, a laissé entendre que ce problème d'arriérés de salaire a débuté depuis la baisse du droit d'inscription des étudiants sans augmentation de la subvention du gouvernement. L'université comptabilise 3 mois d'arriérés de salaire. Donc, c'est pour cette raison que nous avons pu appeler les médias ici présents pour démontrer et pour montrer le monde entier, moi je veux le dire, le monde entier, à quel point le personnel ou l'université ensemble souffrent de cette situation. C'est inadmissible aujourd'hui que l'institution qui fabrique la matière grise du pays se trouve dans cette situation jusqu'à comptabiliser 3 mois d'arrêt de salaire. Nous informons le gouvernement, nous informons l'administration centrale de l'Université des Comores qu'à partir de la date du 7 septembre 2023, le personnel de l'université se trouvera dans l'obligation de ne pas retourner dans leur travail, dans leur travail normal. Et un deuxième point, à savoir la loi, parce que depuis 2017, l'université se trouve dans la même situation, mais cette fois-ci dans la situation que l'institution fonctionne ou a un dysfonctionnement parce que les lois qui régissent cette institution sont bafouées depuis 2017 et l'université se trouve dans ce dysfonctionnement. Et pour fêter ses 25 ans de carrière, les 2 comédiens, Siriki et Souké, ont donné un spectacle de divertissement à la salle multifonctionnelle de Fomboni sur l'île de Moélie, une façon de permettre à la population de l'île de passer un moment agréable. Staouya Zakaria et Tchan Mohamed Elamine. Lors de leur tournée aux Comores, Souké et Siriki ont illuminé la scène à Moïli après en juin. Sur la scène, les célèbres comédiens venus tout droit de Burkina Faso ont montré leur savoir-faire. Leur première représentation à Fomboni-Moïli a été un succès malgré que la salle n'était pas pleine à craquer. Les fans, venus de différents coins de l'île, se sont rassemblés pour savourer une soirée d'humour et de divertissement pour un billet de 3 000 francs. Les sketchs comiques, les improvisations mémorables et les interactions ont captivé le public. Cette même soirée, le spectacle se poursuit à l'Alliance française de Fomboni. Rappelons que Souké et Siriki sont connus pour leurs sketchs humoristiques et leurs performances comiques qui ont captivé le public ivoirien et francophone pendant de nombreuses années. Ce premier venu aux Comores est une occasion de fêter les 25 ans de carrière. Un mot de sport de cette édition, les Jeux des îles de l'océan Indien se poursuivent à Madagascar jusqu'au 3 septembre 2023. Les finales de la boxe et athlétisme ont eu lieu ce mardi qui coïncidait au 4e jour des Jeux des îles. Les boxeurs ont gagné 2 médailles d'argent et 3 en bronze. En athlétisme, c'est la jeune Marwas Shabna qui a décroché l'argent. Au niveau du handisport, suivant le reportage de Zailari Mouassim Shinda et Ibrahim Kavavo, le compte-rendu de Oustamidine Benhamed. Battu en finale par le Mauricien Jean Géry, Rajaï Mohamed a remporté une médaille d'argent sur la catégorie de 60 kg. Il a délivré un combat très équilibré. Il s'est battu sur le ring malgré une défaite encourageante. Une deuxième médaille d'argent a été remportée par Ali Nassor dans la catégorie de 86 kg. Il a été battu également en finale par le Mauricien Jean-Luc David. Dans cette même discipline de boxe, 3 médailles de bronze
ont été également offertes aux compétiteurs de boxe. Il s'agit de Soufiane Ahmed pour la catégorie de moins de 50 kg, Benchek Hassan et enfin Samir Barouf Athouman dans la catégorie de 67 kg. Le président de la Fédération comorienne de boxe a loué les efforts déployés par ces boxeurs. Toutefois, il a remis en cause certaines décisions des arbitres tout en gardant le fair play. Les boxeurs comoriens qui sont venus aux Jeux des îles de l'océan Indien sont totalement différents des boxeurs comoriens qui venaient dans les Jeux précédents. Ils se sont battus avec la manière, avec des méthodes, avec une volonté manifeste de gagner. Malheureusement, bon voilà, il y a des choses à mon avis qui sont contestables, mais nous restons quand même des sportifs. Mais nous sommes persuadés que sur le ring, nos boxeurs ont marqué des points. Peut-être qu'il y a des points qui n'ont pas été comptés, malheureusement pour nous, notamment dans les deux finales. Nous restons fair play et nous acceptons les décisions des juges arbitres, même si nous ne sommes pas d'accord, comme disait l'autre. Donc voilà, c'est une moisson intéressante dans la mesure où nous faisons nettement mieux que les Jeux des îles de Maurice en 2019. Nous avons aujourd'hui 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. C'est une fierté personnelle pour moi, mais aussi un honneur pour l'équipe. Et nous nous préparons donc de mieux en mieux pour participer aux compétitions internationales et surtout pour recevoir le championnat de zone de la zone 4 en avril 2024 à Moutsamoudou en juin. En athlétisme, plus précisément en handisport, Marwas Shabna Abdallah a remporté une médaille d'argent pour une course de 100 mètres. Ça montre également qu'elle s'est battue pour honorer sa nation malgré la perte de la première place, avec 5 médailles remportées par 5 boxeurs sur 6 qui ont participé à ces Jeux des îles de l'océan Indien. La boxe comorienne a quand même brillé par rapport en 2019. Cette année, les Comores ont pris part à 2 finales dans ce sport de combat pour la première fois de leur histoire. Et nous vous informons que le match qui mettra aux prises les Selacantes des Comores et l'équipe de Madagascar vous sera diffusé ce jeudi à partir de 16h sur les ondes de l'ORTC. En international, le chef de la transition au Soudan, le général Abdel Fattah Abdourahmane, est rentré au Soudan après une visite mardi en Égypte. Et des responsables des pays riverains du bassin du Congo se sont réunis mardi à Kinshasa pour examiner les voies et moyens visant à réconcilier production agricole et conservation de forêts. Face à l'arrivée de l'ouragan Idaya, la Floride a ordonné à des habitants de sa côte ouest d'évacuer avant la soirée de ce mercredi. Reportage Africa News et France 24. Le chef de l'armée soudanaise était en Égypte mardi pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre au Soudan. Le général Abdel Fattah al-Burhan a troqué son treillis militaire pour un costume cravate avant de s'entretenir avec le président Abdel Fattah el-Sisi à El Alamein, au nord de l'Égypte, où il a affirmé son intention de rétablir l'ordre constitutionnel. Nous sommes déterminés à mettre fin à la guerre et à cette tragédie. Nous, les forces armées, sommes engagés à mettre en place une véritable période de transition afin que le peuple puisse consolider l'État par le biais d'élections libres et équitables qui vont permettre aux Soudanais de choisir leur prochain président. Les 2 dirigeants ont abordé les manières d'assurer une aide humanitaire au peuple soudanais ainsi que les efforts visant à régler la crise dans le pays, alors que les combats à Niala, 2e ville la plus peuplée du Soudan, s'intensifient depuis ces derniers jours. Les forces armées soudanaises sont des forces nationales et n'ont aucune volonté de s'accrocher au pouvoir. Elles ne cherchent pas à continuer à diriger le Soudan. La récente sortie d'Al-Burhan de son QG à Khartoum alimentait les espoirs d'une sortie de crise négociée, mais lundi, il a appelé à se concentrer sur la guerre plutôt que sur des discussions avec des mercenaires.
Des responsables politiques et des acteurs de la protection de l'environnement ont ouvert mardi à Kinshasa une réunion régionale consacrée aux moyens de conjuguer production alimentaire et conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo, dans un contexte d'urgence climatique. L'idéal pour cette rencontre, pour nous, la société civile et notre partenaire AFSA, c'est arriver à mettre en place et à faire comprendre la communauté, les décideurs politiques, les populations autochtones, comment on peut arriver à réconcilier la production alimentaire et la conservation de la biodiversité en face des défis du changement climatique. Les intervenants étaient unanimes, la protection de l'environnement devrait mettre l'homme au centre de l'action dans une région où les populations locales puisent l'essentiel de leurs moyens de subsistance, de la forêt. Je pense qu'il est très important que nous réfléchissions en particulier pour le bassin du Congo à la relation entre la conservation des forêts, le changement climatique et les systèmes alimentaires. En effet, si nous n'abordons pas la question des systèmes alimentaires, nous ne pourrons pas aborder la question de la conservation, car les gens détruiront la forêt à la recherche de nourriture. Derrière l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième massif de forêt tropicale de la planète, avec 220 millions d'hectares de forêt. Accumuler des sacs de sable, faire le plein d'essence et de bouteilles d'eau, les habitants de Floride se préparent à affronter Idalia. Les autorités locales alertent, l'ouragan qui a maintenant dépassé Cuba, quand il touchera terre sur les côtes de Floride, sera extrêmement dangereux. Vous n'êtes pas obligé de quitter l'État, ni de parcourir des centaines de kilomètres. Vous devez rejoindre un terrain plus élevé et une structure en sécurité. Il y a des ordres d'évacuation pour les zones situées sur la côte et en basse altitude dans 22 comtés, le long du golfe et dans tout le nord de la Floride. Au-dessus du golfe du Mexique et de ses eaux qui peuvent atteindre en ce moment 30 degrés, la tempête tropicale se transforme progressivement en ouragan majeur, une classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3. Les autorités de Floride ont déjà ouvert leurs abris et mobilisé des équipes de sauvetage. C'est l'eau qui menace. La menace de vent n'est pas aussi grande, même si ça reste un problème. C'est surtout la pluie qui tue les gens dans les ouragans de nos jours. Le Centre national des ouragans prévoit des inondations soudaines qui pourraient toucher la Floride, le sud de la Géorgie mercredi et potentiellement atteindre certaines régions de Caroline du Sud. À Cuba mardi, c'est à l'ouest de l'île que les pluies, la houle et les vents ont été les plus puissants. Toute cette région, à Cuba et en Floride, avait déjà été sévèrement touchée en septembre 2022 par l'ouragan Ian, lui aussi de catégorie 3, qui avait fait près de 150 morts et provoqué des dégâts considérables. Le rappel des principaux titres avant de boucler ce journal. Visite guidée ce mercredi au chantier abritant le centre hospitalier universitaire d'El Marouf par des membres du gouvernement et l'ambassadeur de la République populaire de Chine aux Comores. L'éradication du paludisme en territoire comorien préoccupe au plus haut degré les autorités sanitaires. Un atelier autour de la stratégie à mettre en place a démarré ce mercredi à Memodjou dans la région du Mitsamiwili. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous tous.